On va maintenant s'intéresser aux parents divorcés et à ce problème de garde partagée pendant les vacances scolaires. On est en pleine période. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'entendre avec son ex-conjoint au sujet de ses vacances. Dans l'intérêt de l'enfant, il est quand même essentiel de trouver des comportements adaptés pour respecter évidemment les droits de chacun. Et puis il faut rassurer aussi les enfants qui ont certaines habitudes pendant l'année scolaire et qui là en ont d'autres pendant les vacances. Est-ce qu'on doit respecter le rythme de l'enfant? Est-ce qu'on doit lui imposer de nouvelles choses? On voit ça donc en détail avec vous, Stéphane Clerget. Je rappelle que vous êtes notre pédopsychiatre. C'est pas facile justement d'imposer un rythme différent de plusieurs semaines avec son parent, l'un des deux parents, quand dans l'année on n'a pas cette habitude-là. Oui, alors déjà, il y a ce qui a été décidé par le juge des affaires familiales à l'occasion du divorce. Alors ça peut être par exemple un mois, ça peut être 15 jours, 15 jours. Il faut voir effectivement ce que le juge a décidé, mais si le juge a pris une décision finalement sur laquelle on veut revenir, c'est toujours possible. C'est-à-dire que même si le juge... Il faut s'entendre. Exactement, il faut s'entendre et c'est plus prudent de mettre les choses par écrit, pour pas qu'on soit accusé de non-présentation d'enfants ou autre. Donc, on peut tout à fait, effectivement, après une décision de justice, modifier les temps de garde à partir du moment où on le décide ensemble. Alors comment est-ce qu'on prépare son été quand on est donc un des deux parents divorcés et qu'on, le terme est pas beau, mais qu'on récupère son enfant donc pendant les vacances? Alors déjà, effectivement, voir dans l'intérêt de l'enfant, c'est quand même intéressant que la durée des séparations avec les parents ne soit pas trop longue, surtout si l'enfant est très jeune. Donc un enfant, par exemple, de moins de 6 ans, on ne va pas faire un mois de séparation. Ah oui. Même si le juge, généralement le juge avec un enfant de moins de 6 ans, il ne va pas prononcer cette... Oui, lui, il ne fait pas forcément attention à ça. Ils ne sont pas formés à la psychologie de l'enfant. Malheureusement, souvent. Donc, et donc, parfois, on a... Mais donc, oui, vous nous déconseillez une période d'absence de plus d'un mois pour les enfants de moins de 6 ans. Oui, on peut éventuellement 3 semaines à partir de 6 ans, un mois à partir de 9 ans, idéalement. Après, on fait comme on peut, mais idéalement, moins de 6 ans, c'est 15 jours, ou même encore mieux, parfois pour les tout-petits, une semaine, mais là, c'est compliqué, une semaine. En pratique, c'est compliqué. Il faut s'organiser, donc on va dire 15 jours. Entre 6 et 9 ans, 3 semaines, et à partir de 9 ans, on peut faire un mois. Ça, c'est l'idéal, encore une fois, pour l'enfant, parce que le temps pour l'enfant est beaucoup plus long que pour un adulte. Eux, ils sont sur Terre depuis moins longtemps, donc le temps relatif apparaît beaucoup plus long pour un enfant. Donc, c'est très difficile d'être séparé de ses parents aussi longtemps. Ça, c'est vrai. On avait l'impression, quand on était petit, que les vacances d'été, ça durait des mois et des mois. Maintenant, ça passe beaucoup plus vite. Alors, surtout pour vous, Marcel, d'ailleurs. Surtout pour moi. Mais ce que vient de dire Stéphane est très important. La durée du temps est relative à votre temps de vie. C'est d'ailleurs pour ça que pour les personnes âgées, un mois est proportionnel à leur temps de vie. Quelqu'un de 80 ans, un mois, ça représente ça représente rien. Rien. Exactement. Vous voyez, alors que quand vous avez 10 ans, un mois, c'est une éternité. Bah oui, et là, on a l'impression que les années filent à une vitesse, alors que pareil, quand on était à l'école, à la fin de l'année scolaire, c'était l'autre bout du monde, effectivement. Ouais. Bon, à la fois, c'est vrai qu'un mois, c'est rien, c'est pas une raison pour pas donner de nouvelles à sa maman en maison de retraite pendant un mois. Oui, ça, c'est sûr. Parce que là, le temps est beaucoup plus long. Là, le temps est plus long. Oui. Alors justement, est-ce qu'on donne des nouvelles, tiens, à l'autre parent pendant qu'on a la garde de son enfant, puisqu'on en vient à notre sujet, donc sur cette garde partagée pendant les vacances scolaires. On va dire la situation idéale dans l'intérêt de l'enfant, avec des parents qui arrivent à communiquer et qui arrivent à mettre leur rancœur de côté. Parce qu'évidemment, il y a toujours des tas de drames, des gens qui partent, qui préviennent pas l'autre parent de l'endroit où ils vont parce qu'ils ont le droit. C'est évidemment dommageable. C'est affreux de même pas savoir où est son enfant, ça arrive ça ? Mais oui, toutes ces choses-là, c'est évidemment épouvantable et on rencontre ça. Évidemment qu'il faut informer l'autre parent de l'endroit où on va, parce que ça permet aussi à l'enfant de pouvoir échanger. Évidemment que pendant les vacances, c'est important de donner des nouvelles de l'enfant, d'envoyer des photos, je ne dis pas tous les jours, mais c'est bien que l'enfant puisse écrire une carte postale ou passer un coup de fil. Ça se fait encore, vous pensez que les enfants écrivent des cartes postales ? Mais non, mais justement, c'est intéressant de le faire. Ouais. C'est le bon moment, parce qu'effectivement, vous avez raison de le signaler, les enfants n'écrivent plus. C'est d'ailleurs pas par hasard s'ils ont du mal à écrire aussi à l'école, parce qu'ils ne voient plus écrire, ils écrivent plus. Mais l'habitude de la carte postale, moi je me souviens, effectivement, on envoyait des cartes postales aux grands-mères, aux autres parents. C'est formidable. Et c'est une bonne réponse aux parents qui, justement, ne veulent pas être harcelés par l'autre parent par des coups de fil. Souvent, les parents se plaignent, oui, moi je veux pas laisser un téléphone portable à mon enfant parce que le père appelle tous les jours. Donc il retire les téléphones. Bon,
pourquoi pas. Après, on peut limiter les temps d'appel. On appelle une fois tous les 2 jours, par exemple. En tout cas, on donne des nouvelles, hein, c'est ce que vous conseillez. On donne effectivement des nouvelles, idéalement. On fait donc pas des temps trop longs. Et puis c'est vrai qu'on prépare un petit peu les vacances. Un enfant qui est en garde majoritaire chez sa mère, qui est tout le temps chez sa maman, c'est vrai que si on doit partir 3 semaines, c'est long. L'enfant peut ne pas avoir envie d'être séparé de sa maman si longtemps, par exemple. Donc on prépare un peu les choses et on en discute avec la maman. C'est-à-dire que si la maman, dans cette situation-là, j'allais dire, est pas trop angoissé, l'enfant va pas trop l'être. Oui, on va pas lui transmettre cette angoisse. Voilà, donc il faut aussi avoir conscience de ça. Quand l'enfant n'a pas envie de partir si longtemps avec l'autre parent, c'est aussi parce qu'il sent qu'on est angoissé, qu'on a peur. Donc il faut aussi travailler sur ça. Et le mieux, c'est que les parents puissent échanger. Et une mère aura d'autant plus de facilité à se séparer de son enfant que le père lui explique où on va être, ce qu'on va faire. C'est pour ça que c'est important. Parce que du point de vue de l'enfant, c'est quand même des changements d'habitude par rapport au reste de l'année, de se retrouver avec le parent avec lequel il n'a pas l'habitude d'être la plus grande partie du temps. Oui, quand on est comme ça dans des gardes majoritaires avec toute la semaine avec maman et le papa juste un week-end sur 2, évidemment, on a moins l'habitude. C'est souvent ce schéma-là, vous avez raison de le souligner. Oui, bon, mais c'est dommage, mais c'est souvent comme ça. Et du coup, c'est vrai que pour l'enfant, ça peut être angoissant de partir très longtemps avec le parent qui n'a pas la... C'est sûr que quand c'est la garde alternée ou quand c'est plus équilibré, c'est plus facile en général pour l'enfant. Ouais, il faut que les 2 parents s'entendent bien. Et Stéphane Clerget, pédopsychiatre, si l'enfant ne veut pas y aller, c'est pour ça qu'il faut déjà travailler sur ces... De toute façon, il n'aura pas le choix. Il faut bien qu'il profite de ses 2 parents. Et c'est vrai que parfois, il ne veut pas y aller, mais une fois qu'il y est, il est content. Donc, c'est difficile. Il faut comprendre pourquoi il ne veut pas y aller. Est-ce que c'est parce qu'il est angoissé à l'idée de se séparer d'un parent? Est-ce que c'est parce qu'il sent que le parent avec qui il part ne va pas forcément bien? Est-ce que c'est parce qu'il ne s'entend pas avec la belle-mère ou le beau-père? Ce qui est important, c'est que les 2 parents essaient de comprendre dans l'intérêt de l'enfant qu'est-ce qui se passe pour mieux répondre à son inquiétude. Mais donc, vous l'avez dit, l'enfant n'aura pas le choix, il ira avec son parent, donc on lui explique, on lui donne les clés. Une fois qu'on a compris ce qui bloque, eh bien on travaille dessus. Mais évidemment, ça remet pas en question le départ. Il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'il est possible qu'il ne parte pas avec le parent. Mais on travaille. S'il y a un problème avec la belle-mère, c'est quelque chose sur lequel on travaille en discutant avec la belle-mère, en discutant avec l'enfant. Est-ce que pendant les vacances, il y a des temps où il pourra être seul avec son papa, la belle-mère peut aussi vaquer à ses occupations. Bref, on essaie de trouver une réponse à la mesure évidemment des possibilités, mais toujours dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Et du point de vue du parent, c'est aussi le moment de se retrouver avec son enfant, son ou ses enfants d'ailleurs. Oui, alors parfois on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas toujours comment affronter la situation. Mais c'est évidemment un temps fondamental, surtout si on a son enfant, encore une fois, qu'un week-end sur 2. Donc on peut se renseigner auprès des autres parents, si on n'a pas l'habitude d'avoir son enfant sur un si longtemps, qu'est-ce qu'ils font avec, comment on peut s'occuper, et puis on peut aussi demander à l'enfant ce qu'il peut avoir envie de faire, et aussi ne pas hésiter à demander conseil à l'autre parent. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est séparés qu'on n'a pas le droit de demander des conseils à un parent. On n'est pas un mauvais parent quand on demande des conseils. C'est-à-dire un bon parent, c'est celui qui sait faire, mais c'est aussi celui qui sait demander quand il ne sait pas faire.